à laquelle vous allez assister maintenant, eh bien, le thème en est sécuriser votre production avec GitLab. J'ai la chance et le plaisir d'avoir 3 personnes qui vont animer cette démo à mes côtés. Nous avons le plaisir d'avoir David Sneesen de chez CLI Group, Monsieur Thibaut Ingargiola de chez CLI Group également, et puis Chloé Cartron de chez GitLab. Messieurs, dames, eh bien, écoutez, on est parti pour une trentaine de minutes. Excellente démo. Merci beaucoup. Donc, merci de nous rejoindre pour cette présentation. Donc, on arrive vers la fin du salon, donc on est très heureux de vous voir aussi nombreux avec nous. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va vous proposer une présentation autour de la sécurisation d'une chaîne de production et notamment autour de l'outil GitLab avec notre partenaire représenté par Chloé, ici présente. Bon, ça, je crois que vous nous connaissez déjà. Et donc, on va regarder plus particulièrement 2 aspects. D'abord, eh bien, justement, comment, tout au long d'une chaîne de production d'un logiciel, on va insérer des fonctionnalités et des mesures de sécurité. Et puis, dans un second temps, eh bien, comment, justement, on peut implémenter ces différentes mesures grâce à l'outil GitLab. Alors, si vous êtes ici, que vous avez tenu jusqu'au 3e jour, je peux encore vous parler un petit peu de risque, peut-être, pendant quelques secondes, vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, il y a les risques que vous connaissez qui sont un peu classiques, qui sont autour du logiciel, de ses vulnérabilités, de son fonctionnement interne. Alors oui, on peut avoir des bugs, des vulnérabilités. Vous pouvez avoir des ennemis qui se chargent de faire des dénis de service à tout moment sur vos systèmes. Et ça, effectivement, eh bien, toutes les solutions de sécurité qui peuvent être mises en place sont relativement connues et plus ou moins techniques et complexes à mettre en place. Mais si on ne regarde que la sécurité d'un point de vue du logiciel, eh bien, évidemment, on ne regarde pas tout ce qu'il faut. Et autour de cette sécurité-là, eh bien, il faut notamment se rappeler que quand même, les logiciels, ils ont des utilisateurs. Utilisateurs qu'on peut aussi appeler consommateurs, consommateurs des données et des traitements qui sont au sein de ces systèmes. Et donc, ces utilisateurs, eh bien, ils ont des données personnelles, ils ont des données sensibles, comme les données de santé. Et donc, il va falloir les protéger. Et donc, les risques qui pèsent dessus sont d'autant importants que ces données sont personnelles ou critiques. Et puis, si vous manquez à vos obligations en matière justement de protection, par exemple, des données, alors tout le monde connaît maintenant le RGPD, ça fait plusieurs années que c'est le sujet chaud, eh bien, vous pouvez être soumis à un nouveau risque qui est le risque juridique, puisque vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez aller au pénal, vous pouvez avoir de fortes amendes, parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour protéger les données en question et protéger les utilisateurs, ou tout simplement parce que vous n'aurez pas répondu à des exigences réglementaires en matière de conformité et vous n'aurez pas maintenu dans un état de conformité votre système d'information. Et puis, si un des 3 risques dont je viens de parler s'avère, eh bien, vous allez vous retrouver aussi avec un sérieux problème potentiellement d'ordre financier. Puisque soit vous aurez des choses, alors ça c'est moins grave, enfin ça peut être grave, mais en tout cas c'est moins bloquant, c'est des coûts en fait imprévus, donc vous allez devoir faire face à des dépenses supplémentaires, mais aussi tout simplement, je vous en ai parlé juste avant, on peut très bien avoir des problèmes juridiques, des problèmes légaux, puisque si vous utilisez les mauvaises licences, si tout simplement vous dimensionnez mal vos infrastructures et que vous ne répondez pas aux normes, eh bien, vous pouvez avoir tout simplement des amendes et autres qui peuvent aboutir à des coûts là encore plus imprévus que ceux liés à une simple modification de votre logiciel. Donc voilà, donc on a un tableau encore très optimiste. Alors c'est optimiste parce qu'en plus d'avoir tout un ensemble de risques, vous avez un ensemble de menaces qui vont en face. Des menaces qui peuvent se multiplier, notamment parce qu'on va avoir une multiplication de nouveaux types de menaces. Alors peut-être que vous savez que la plupart des organisations aujourd'hui, heureusement, se protègent comme il faut contre les problèmes de cybersécurité. Ils ont des normes, des outils, des RSSI, etc. Le problème, c'est que ces organisations-là ont des fournisseurs, elles ont des prestataires,
elles ont même des services de gardiennage, de nettoyage, etc. Et tous ces acteurs-là peuvent permettre de faire ce qu'on appelle des attaques en supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, où on va s'attaquer à une entité moins bien protégée, moins au fait des normes de sécurité, pour pouvoir servir finalement de cheval de Troie pour rentrer dans vos organisations. Et puis, les attaques, ce n'est pas des attaques one-shot. Les attaques, elles peuvent prendre plusieurs mois, plusieurs années, être dormantes, se réveiller au mauvais moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle des Advanced Persistent Threats. Et donc, ces menaces persistantes et avancées qui vont faire que, au moment où vous y attendrez le moins, vous vous retrouverez avec un gros incident de sécurité. Et puis malheureusement, pour pouvoir réaliser toutes ces attaques, nos amis les hackers, ceux avec leur capuche là, en fait, ils disposent aussi d'outils de plus en plus sophistiqués. C'est le thème du salon cette année, l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser pour créer des contenus de phishing, on peut l'utiliser pour faire de la recherche avancée sur le dark web, on peut l'utiliser pour... je vous passe tout ça. En clair, ça démultiplie l'efficacité et la dangerosité des attaquants. Et puis, il y a la bonne vieille ingénierie sociale, l'arnaque au président, le mentalisme, le phishing ciblé, qui font que de toute façon, vous êtes rarement à l'abri de tout ça. Heureusement, il y a des solutions. Alors, avant de parler des solutions, on voit qu'effectivement les impacts sont variés, les vecteurs d'attaque sont multiples, et on voit aussi qu'on évolue de plus en plus dans un écosystème en mouvement qui change chaque année. Donc de plus en plus de fournisseurs, et ceux-ci sont aussi de plus en plus critiques. On est extrêmement dépendant maintenant de librairies dédiées, de fournisseurs cloud, de fournisseurs infrastructure, et on n'est pas toujours certain de pouvoir leur faire confiance. C'est parfois difficile de connaître leur niveau d'engagement en sécurité ou leur niveau de licensing, combien ça va nous coûter derrière. Finalement, on se retrouve à mettre un risque autre part, là où on pensait se protéger d'autre part. Nos systèmes sont de plus en plus complexes, de plus en plus modulaires et extrêmement difficiles à suivre. Il devient extrêmement difficile pour un ingénieur seul de savoir finalement si son système a été soumis à une attaque, si jamais il y a eu une intrusion ou pas. Le contexte géopolitique évolue lui aussi et on a les États qui se mettent en correspondance pour essayer de ramener de la gouvernance et de la souveraineté dans nos applications. Et de plus en plus, ceux-ci mettent en place des normes de plus en plus sévères et de plus en plus strictes sur le secteur de l'informatique, mais sur les secteurs qui étaient pour le moment étrangers à ces problématiques. Le système bancaire, le système industriel, avec les problématiques de DORA ou de l'IEC 62443 par exemple. Et du coup, il n'est pas suffisant de simplement se protéger, il est aussi extrêmement important d'apporter la preuve comme quoi on est bien protégé et comme quoi on peut justifier qu'on a mis les bons éléments en face des bons risques et de pouvoir se soumettre à ces réglementations. Donc, comment GitLab peut m'aider ? Bon, on va commencer par des choses assez classiques. Alors, c'est peut-être classique, mais si c'était entièrement généralisé, on ne serait pas là pour vous parler de sécurisation. Donc, la première étape, c'est vraiment toujours de planifier et donc de faire ce qu'on appelle le shift left en bon français, c'est-à-dire le fait de commencer à s'occuper de sécurité le plus tôt possible dans le cycle de vie du projet. Et donc ça se met en œuvre dans des démarches dites de security by design. Et le fait de, au moment des phases de conception, de comprendre exactement en quoi les fonctionnalités qu'on va insérer dans un système peuvent éventuellement représenter un enjeu en matière de sécurité, eh bien ça va faire qu'on va pouvoir prendre les choses vraiment à la racine et s'assurer que les applications seront bien nées d'un point de vue sécurité. Et du coup, pour un développeur dans la phase de production, une fois les requirements bien posés dans GitLab et du coup les tickets bien spécifiés, on va pouvoir aussi être assisté dans notre travail de tous les jours. Moi, j'étais développeur pendant très longtemps et du coup avoir un assistant de code qui va, tantôt nous permettre de faire du code suggestion, c'est très sympathique, mais finalement c'est quand même assez anecdotique, mais surtout de pouvoir aider à la compréhension du code qui a été fait. Il n'y a rien de plus frustrant pour un développeur d'arriver devant un morceau de code, on lui dit il est faillible parce qu'il y a tel CVE qui est sorti et du coup revois ta copie, sans comprendre exactement pourquoi lui il a fait une erreur, comment la corriger et comment l'adapter à son contexte. Les CVE, c'est très compréhensible pour un RSSI. Pour un développeur, c'est imbuvable. Donc effectivement, là, on va mettre l'intelligence artificielle au service de la production pour assister dans les premières phases de construction de l'applicatif pour déjà remédier à la solution. Enfin, ça va aussi aider à toute la partie relecture parce qu'on va aussi avoir des résumés de merge request qui va pouvoir nous dire tiens, là, attention, on a détecté une faille et c'est hyper important, prends le temps de la relire pour voir si c'est vraiment utile ou pas. Et du coup, cette assistance au développement va déjà amoindrir le travail qui est souvent fait en aval, et du coup, on peut commencer à le résoudre en amont.
Alors ça, c'est bien gentil, hein. Je suis sûr que tu as fait tout ce qu'il fallait, toi, en tant que développeur, pour faire les choses comme il faut. Mais je te rappelle qu'en phase de planification, tout à l'heure, moi, j'avais défini donc des besoins de sécurité, et ça s'était fait avec l'outil Requirements à l'intérieur de GitLab. Mais je veux bien te faire confiance, mais en fait, pas totalement. Et donc, ça veut dire que maintenant, on va arriver dans une phase de vérification qui est absolument nécessaire pour s'assurer du niveau de sécurité du code qui a été produit. Et donc, pour ça, on va pouvoir utiliser justement GitLab parce qu'on va être dans une sorte de tour de contrôle qui peut lancer un certain nombre d'outils, de connecteurs qui vont lancer eux-mêmes des contrôles plus divers et variés. Alors, vous connaissez les scanners automatiques pour les aspects statiques sur le code, les scanners dynamiques pour regarder les vulnérabilités qui peuvent survenir sur une application en fonctionnement en temps réel. On va pouvoir tester également tout ce qui est fonctionnement des API et puis essayer de les pousser dans leur retranchement et donc tester les endpoints avec de l'API fuzzing. On va pouvoir regarder des éléments de calimétrie un peu classiques, alors qui vont au-delà de la sécurité, mais qui comprennent également des métriques en termes de sécurité. Et puis, en plus, on va pouvoir vraiment regarder les briques techniques sur lesquelles vont s'appuyer le code, toutes les dépendances dont on va regarder si elles comportent ou non des vulnérabilités, donc ça avec des systèmes de dependency check. Et puis on va regarder également si les licences logicielles, et c'est sûrement le plus prégnant pour l'open source, si les licences logicielles qu'on utilise sont adaptées ou non à l'usage qu'on va faire ensuite, commercial, revendeur, etc., du code qu'on va produire. Alors, bon, déjà, tu as raison de ne pas nous faire confiance, hein, développeurs. On est souvent à la va-vite et pressé par le temps. Par contre, ça ne nous empêche pas aussi d'apprendre régulièrement et de sans cesse s'améliorer. Et ça passe en premier lieu par le partage. Faire en sorte que les personnes sachantes puissent transmettre aux autres personnes. Donc effectivement, à travers de la relecture de code, non seulement pour valider le code d'un côté, pour être sûr que personne n'introduit de failles ou de mauvaises fonctionnalités, mais aussi pour un apprenant de relire un code d'une personne sachante pour s'inspirer et essayer de s'améliorer. Enfin, une dernière aussi feature assez intéressante dans le partage, ça va être toute la partie templating, voire composition de pipeline. La CI/CD va automatiser tous les tests qu'on aurait pu voir auparavant, hein, les tests automatisés de check de licence et ce genre de choses. L'idée étant que on n'est pas à le recoder à chaque fois. L'idée de pouvoir mutualiser ces composants et de les utiliser en boîte noire pour composer sa pipeline et se focaliser sur la valeur ajoutée va être extrêmement important et nous permet d'avoir un catalogue complet, réutilisable, versionnable et du coup avec une description réelle de comment l'utiliser. Alors là, on parle surtout de la production applicative, mais encore une fois, on a vu que l'écosystème était plus complexe que ça. C'était difficile de simplement se concentrer sur l'application. Si l'infrastructure est faillible, finalement, on a tout perdu. Donc effectivement, l'idée, c'est de fonctionner à travers de GitLab pour avoir un unique point de vérité de l'infrastructure et pas seulement de l'applicatif et faire ce qu'on appelle du GitOps. On va résoudre cette problématique avec du coup de l'infrastructure as code et du coup GitLab peut être le témoin de l'état de l'infrastructure as code, donc de Terraform et de Kubernetes pour pouvoir savoir où on en est, ce qu'on fait et du coup de savoir avec un arbre d'historique complet de quel environnement et dans quel état, comment il était il y a 3 jours, comment il était il y a 2 ans, est-ce qu'on peut y revenir, comment c'est fait. Et à partir du moment où ce code est templété et du coup il est relisable, ça se dit pas mais c'est pas grave, on peut le relire, on peut le vérifier et on peut le scanner automatiquement. On peut aussi détecter de façon très early toute faille qui serait mise dans un template de code qui serait responsable de l'infrastructure et du coup détecter ces problématiques en amont. Et tout ce scanning sécuritaire est intégré nativement dans l'outil et peut se faire en 2-3 lignes de code simplement dans une pipeline. Alors, là, on a parlé de GitLab, effectivement, mais finalement, ça ressemble beaucoup à ce que font aussi ses concurrents. On ne va pas les nommer ici parce qu'on est en partenariat. Mais GitLab, pourquoi finalement il se démarque de ses concurrents et pourquoi est-ce qu'il fait mieux? Donc, plutôt qu'un long discours, on vous propose une démo avec notre partenaire et la suite en images. Oui. Alors là, du coup, imaginons que Thibaut est le développeur dans l'organisation. Donc, Thibaut a créé une merge request pour venir intégrer son changement, sa branche de travail vers la branche principale et intégrer son changement de code. Ce qu'on peut voir, c'est que donc, le pipeline a tourné avec succès, le code a été validé par les différentes, est passé par les différentes étapes de vérification. Et donc, on devrait pouvoir être en mesure de merger le code.
Donc moi, en tant que experte sécurité, sur cette merge request, je viens d'être alertée et notifiée et je dois apporter ma revue. En effet, on peut voir que la merge request est bloquée. Les différents scanners de sécurité ont tourné et ont fait remonter des failles de sécurité et des vulnérabilités. Donc on peut voir qu'on a eu une analyse statique, une analyse dynamique, détection des secrets et analyse des composants du logiciel avec les dépendances et les containers qui nous font remonter donc ici un grand nombre de failles. On a également l'information sur des licences qui ont été utilisées et qui sont des licences potentiellement hors conformité. Et donc, en fait, toutes ces vulnérabilités qui sont présentes ici, elles ne sont pas forcément rédhibitoires à l'acceptation de ce changement. Mais en fait, on a défini des politiques de sécurité au niveau de l'organisation. Donc, ça peut être au niveau de l'ensemble de l'organisation ou défini par projet spécifique. Et ce qui se passe ici, c'est que certaines des failles de sécurité qui ont été identifiées vont au-delà du seuil critique qui a été défini par l'organisation. Donc, en l'occurrence, ici, on a une vulnérabilité, où on a une ou plusieurs vulnérabilités qui sont de type haute ou critique, qui du coup nécessitent une approbation. Et on voit qu'on a également une règle qui empêche l'utilisation de licences hors conformité. Donc là, moi, c'est pour ça que j'ai été alertée pour effectuer une revue. Et donc, je vais du coup, Thibaut, te demander de venir corriger ton code et le rendre plus sécurisé pour répondre aux problématiques qui ont été identifiées ici. Je ne vais pas accepter ce changement de code. Et grâce aux informations que tu vas pouvoir retrouver à partir de la merge request, tu auras des informations qui vont te permettre de venir corriger ton code. Alors, oui, effectivement, je peux faire ça. Ou alors, je peux décider tout simplement de ne pas passer la pipeline. Finalement, je suis maître de mon code. Je désactive les étapes de check. Et puis, t'es pas prévenu. Les scanners disent rien parce qu'ils sont pas lancés. Et finalement, rouler jeunesse et on repart. Alors, bien essayé, mais c'est pas possible. Donc GitLab va permettre de définir des étapes de validation qui sont obligatoires grâce au pipeline de conformité. Donc c'est un outil qui va nous permettre effectivement de définir des étapes de validation obligatoires. Donc ça peut être l'utilisation obligatoire des scanners de sécurité, mais ça peut être tout type de validation. Donc ces étapes, elles vont être définies dans un projet à part, auquel Thibaut n'a pas accès et donc auquel il ne peut pas apporter de modifications accidentellement ou malicieusement. Et ces étapes de validation, elles vont être intégrées de façon automatique dans le pipeline, ce qui va permettre en fait à Thibaut d'avoir de la visibilité sur toutes les étapes de son pipeline qui ont été effectuées sur son projet. Donc il a la visibilité, mais il ne sera pas en mesure de venir apporter des modifications aux étapes obligatoires. Bon, ça c'est super. J'aime bien parce que vous faites vos trucs un peu dans votre coin, là c'est bien. Hein. Le développeur, il code, il essaye de corriger ses fautes. Toi, grâce à l'outil, tu as empêché en fait qu'il ne bypasse un certain nombre de contrôles. Mais moi, en tant que responsable de la sécurité et surtout en tant que responsable vis-à-vis des instances, par exemple, de régulation, j'ai besoin de pouvoir prouver ce qui se passe, de savoir ce qui se passe. Et finalement, si je dois aller moi-même visionner l'ensemble des projets sur lesquels vous bossez tous, moi, j'ai pas fini. Hein. Alors, heureusement, on a un tableau de bord qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les projets présents dans l'organisation qui vont être automatiquement catégorisés par niveau critique. Donc, ce qui va permettre d'avoir cette vue d'ensemble et également de pouvoir rentrer dans la planification et prioritisation donc des projets qui sont les plus à risque. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail de l'ensemble des vulnérabilités qui sont présentes, qu'on va pouvoir catégoriser par projet, par type de scanner, par niveau de sévérité des vulnérabilités identifiées. À partir de là, on va pouvoir effectuer un tri des différentes vulnérabilités
Donc, ça peut être de les confirmer comme des positifs auxquels on va devoir mettre en place un plan de rémédiation avec les équipes. Ou alors, ça peut être une vulnérabilité qui peut être écartée pour différents types de raisons. Et dans ce cas-là, on va devoir ajouter un complément d'information pour pouvoir garder une traçabilité des prises de décision. Et à partir de là, David va pouvoir générer très facilement un rapport qui va contenir cet ensemble des listes des vulnérabilités par projet, avec la prise de décision sur la catégorisation de la vulnérabilité, et ça va nous permettre de constituer la preuve de la conformité du livrable. Et à ce rapport, on va pouvoir automatiquement ajouter la liste complète des dépendances de l'application qui vont nous permettre de créer un SBOM, donc un Software Bill of Material, qui est un document qui est de plus en plus demandé pour des principes de conformité. Et donc, David va pouvoir avoir sa vue d'ensemble et son rapport pour les auditeurs. Me voilà rassuré. Alors, du coup, effectivement, là, dans la production de l'application, on voit qu'on est bien sécurisé, on est capable de s'assurer que les développeurs font pas leur travail et qu'ils ne peuvent pas bypasser les règles de sécurité. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que tu auras mis ton application en route, évidemment, eh bien, les incidents, ils vont quand même survenir. Et c'est pas parce qu'on aura correctement préparé une appli, qu'on aura correctement passé un certain nombre de contrôles, qu'on sera totalement exempt de problèmes une fois en production. Donc, j'espère que tu as quelque chose pour moi à ce niveau-là. alors, rassure-toi, j'ai quelque chose pour toi, effectivement. Donc, GitLab se propose d'être le point d'entrée de l'ensemble des systèmes d'incidentologie pour pouvoir récupérer les alertes depuis différents endroits, les gestionnaires d'alertes, Prometheus ou autres, mais GitLab se permet d'être un endpoint générique aux différents gestionnaires d'alerte. Tout ce qui va être error tracking, donc c'est un endpoint Sentry qui fonctionne nativement, ou alors il peut aussi se proposer, si vous n'avez pas de Sentry vous-même, de récupérer directement depuis le SDK Sentry de vos applications les différentes erreurs et de les gérer comme telles. Toute la partie des CI/CD checks qui peuvent être faits de toute façon, soit en phase de production, mais directement aussi à l'encontre de vos environnements de production directement et qui peuvent aussi fonctionner. Et même un service desk pour recueillir les alertes utilisateurs, le cas où on aurait quand même raté quelque chose. Derrière, il y a toute une gestion d'équipe qui permet de gérer les astreintes et la qualification de l'alerte pour savoir si ça donne lieu ou non à une rémédiation. Et tout ça se gère à l'intérieur même de l'outil. Toutes les équipes sont au même endroit. Il n'y a pas besoin de naviguer de 18 outils en 18 outils pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe, avoir l'historique de ce qui s'est passé, l'intégralité du tracking des événements et de l'historique de comment ça a été qualifié, comment ça a été résolu, et du coup de passer à la rémédiation. La rémédiation, mais pas seulement. Les nouvelles réglementations, notamment DORA, vous demandent et vous obligent à aller notifier sur tout incident de sécurité critique une instance une instance réglementaire, pour pouvoir éviter la propagation de l'incident. Et vous demande aussi de vérifier, de témoigner de la rémédiation au fur et à mesure de comment vous remédiez l'incident. Ce qui se passe, c'est que souvent, c'est des actions qui sont faites en double. On peut oublier de notifier, on peut oublier de dire que finalement on a fait une rémédiation, et c'est très complexe. Là-dessus, GitLab propose, au travers donc d'automatisation aussi, de pouvoir gérer la notification en direct, directement sur le ticket d'incident, avec la simple action d'un petit bouton de publication. Alors là, on peut le faire avec une notification page qui va juste aller publier une page. Donc là, j'ai fait une page en Vue.js, c'est extrêmement simple. Là, vous avez le petit schéma AWS en bas pour juste vous lister tous les événements qui se sont produits, tout ce qui a été déclaré en tant qu'incident et tout ce qu'on a bien voulu publier. Mais derrière, rien ne nous empêche finalement de, plutôt que de mettre une application Vue.js, mettre une lambda et aller derrière trigger des notifications vers différentes instances, différentes API, différentes manières de prévenir. Tout ça pour dire. Oui, donc l'avantage vraiment de GitLab ici, ça va être d'être une plateforme unique, donc un point de vérité unique qui va permettre de rassembler tous les acteurs sur une seule et même plateforme, du développement, de l'opérationnel, de la sécurité, tous ensemble pour travailler au bon endroit, au bon moment et garantir la sécurité et la conformité de nos applications et de l'organisation. D'un point de vue développement et DevOps, je suis très content moi d'avoir un outil qui m'assiste tous les jours et qui me guide dans la manière de mettre en place les bonnes pratiques, les bons checks, les bonnes automatisations pour pouvoir satisfaire mes besoins et du coup garantir ma production sans que j'aie trop finalement à me soucier de la sécurité.
Et moi, de mon côté, en fait, je vais pouvoir quand même récupérer tous les éléments qui vont me permettre de prouver que j'aurai vraiment rempli mes obligations. Alors certes, en termes de qualité dans mon système, mais mes obligations de moyens mis pour protéger les données et pour protéger les process à l'intérieur de mon application. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, je vais pouvoir répondre donc, à ces exigences réglementaires, alors que ce soit de DORA, NIS2, etc., qui nous obligent vraiment à aller vers ces mécanismes de preuve. Et alors tout cela, évidemment, ça ne marche que si les systèmes sont correctement mis en place, correctement configurés, avec l'application des bonnes pratiques, que ce soit au niveau des mesures de contrôle dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'au niveau des mesures de gestion des incidents dont Thibaut a parlé, qu'au niveau de la création en fait, de la preuve que Chloé vous a montré tout à l'heure. Et donc avec tout ça, effectivement, le moyen le plus simple, c'est de vous faire accompagner notamment par des équipes comme la nôtre qui sommes spécialistes dans la configuration de ces systèmes. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On va maintenant répondre à vos questions et puis on pourra également se retrouver juste après sur notre stand H27 pour pouvoir continuer les échanges si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, on a encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bien sûr, comme l'a dit Monsieur Sneaton, si vous voulez aller directement sur le stand pour les poser et avoir peut-être des questions un petit peu plus confidentielles, vous les aurez sur place. Mais là, si vous avez une question à laquelle ces messieurs, dames peuvent répondre, n'hésitez pas. Oui, non. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est... Ah, si, monsieur. Nous avons un volontaire. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une question un peu particulière pour changer. Au-delà de la sécurité, est-ce que, entre guillemets, il serait possible ou prévu ou envisageable de rajouter une vérification d'un point de vue formel des algorithmes, comme par exemple avec l'outil COC de l'INRIA qui a été développé? Bon, d'accord, ça ne concerne pas directement la sécurité, mais ça reste une preuve d'algorithme et de son fonctionnement. Voilà, merci. À mon sens, c'est pas intégré nativement dans GitLab à l'heure actuelle. Après, je pense qu'il n'est pas impossible de l'intégrer facilement, mais oui, pour l'instant, ça ne fait pas partie de l'outil, mais Après, il y a toujours des possibilités d'intégrer. Donc là, on a vu des scanners qui viennent s'intégrer dans la pipeline nativement pour faire remonter des informations. Après, il est toujours possible d'utiliser des outils tiers de vérification que vous intégrez dans votre pipeline et qui vont vous permettre d'avoir des étapes en fait de vérification qui sont bloquantes. Donc de faire cette étape de vérification obligatoire dans votre pipeline. Pour garantir que les changements ont été vérifiés. Après, des intégrations spécifiques, ça peut se discuter. On a une roadmap côté IA qui est très longue et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour couvrir tous les sujets. Mais comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur la plateforme. Donc, au plaisir de peut-être discuter avec vous de vos besoins spécifiquement.